Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Lenny Romain, je serai votre enseignant pour le module de chimie organique. Donc, je serai avec vous tout au long de ce module, en cours TD et pour le TP. Les modalités de cet enseignement risquent de changer par rapport aux restrictions gouvernementales. Dans un premier temps, l'intégralité des cours sera faite via des vidéos. Voilà, donc c'est un format que je choisis car ça permet à tout le monde de revoir s'il y a besoin. Notamment, ça évite aussi les problèmes de connexion. C'est-à-dire que lorsque certains ont une bande passante qui est pas terrible ou des choses comme ça, au moment du cours, si ça vous arrive de ne pas pouvoir vous connecter, vous avez toujours la possibilité de passer sur YouTube et de regarder cette vidéo. Voilà. Donc je vous invite quand même à suivre les cours dans les créneaux prévus. D'accord, donc pour ça je vous fais confiance. Si vous accumulez réellement, si vous accumulez beaucoup de retard en chimie organique, je veux dire en termes d'heures, ça va devenir très compliqué pour vous. Surtout, faire les TD sans avoir vu les cours. Voilà, vous allez très vite être perdu. Et c'est un module, alors c'est pas un module qui est compliqué, la chimie organique, mais il ne faut pas se laisser distancer par ce qui peut être fait. Voilà. Donc soyez assidus, regardez les cours sur les créneaux, n'hésitez pas à m'envoyer des questions, ça je vais y revenir. Donc sur les modules de chimie organique, normalement les TD on va pouvoir les faire en présentiel. Donc vous en avez un aujourd'hui où ça sera fait en distanciel, parce qu'on ne peut toujours pas vous accueillir. On peut vous accueillir à partir de lundi pour les TD. Donc il me semble qu'on a un TD lundi, donc ça sera possible de faire ça ensemble. Donc on se verra lundi, après un cours en distanciel de la même manière. Pour les cours, alors ce sera la même chose pour le TD, mais ça j'en reparlerai dans la vidéo du TD. Pour le cours, comment ça se passe? Vous regardez cette vidéo, vous prenez le temps de comprendre, vous écrivez vos questions. Si vous avez des questions, vous prenez une petite feuille à côté, vous prenez le temps de rédiger vos questions. Le PDF de ce cours est sur la ruche, donc si vous voulez prendre des notes, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Si vous ne voulez pas prendre de notes ou si vous trouvez que le support que je vous fournis est suffisant, vous pouvez le télécharger, l'imprimer ou juste le garder en format PDF sur votre ordinateur, il n'y aura pas de souci. Sachez que pour réviser ce module, ce sera beaucoup plus efficace en regardant les TD. Voilà. Il y aura à 99% sur absolument rien du cours, tout sera vu dans les TD. Voilà. Toutes les réactions qui seront vues dans les TD seront au partiel, mais absolument aucune non vue en TD sera vue au partiel. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc le cours est important, donc regardez-le bien. On va commencer aujourd'hui par ce module. Donc comme je vous le disais, prenez une petite feuille à côté, notez vos questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est m'envoyer un mail. Donc mon mail est sur la ruche. Vous m'envoyez un mail avec vos questions avant ce soir 19h. Je prends le temps dans le week-end de faire un document avec lequel je réponds aux questions, et j'envoie à l'ensemble de la promotion. Alors évidemment, il n'y aura pas vos noms, vous inquiétez pas, même si vous pensez que votre question est bête, mais il n'y a pas de question bête. Voilà, mais si vous pensez qu'elle est bête, vous inquiétez pas. Je répondrai à la question, mais voilà, ce sera au nom de la promotion. Ce qui vous permet comme ça d'avoir l'ensemble des questions posées, l'ensemble des réponses qui vont avec ces questions, comme si en fait on était dans un cours. C'est-à-dire si quelqu'un lève la main, pose une question, vous entendez la question, vous entendez ma réponse dans l'amphi, c'est exactement le même principe, sous la forme d'un document. Donc n'hésitez pas, à la fin de ce cours, envoyez-moi, spammez-moi ma boîte mail, de bonnes choses, on va dire, de questions, mais vraiment ça ne me dérange pas, je suis là pour ça. Le cours d'aujourd'hui, on va revoir peut-être des choses que vous avez déjà vues en chimie organique, donc réaction avec les nomenclatures et la réaction chimique. Donc ces choses-là, on va les revoir un peu rapidement. Alors, tout d'abord, des généralités, qu'est-ce que c'est que les formules chimiques? Alors, les formules chimiques, vous voyez, vous avez 4 types de formules chimiques. La formule brute, donc la formule brute, c'est quand vous avez tous vos atomes listés les uns après les autres par ordre alphabétique, et le nombre de ces atomes présents ici en indice. Donc, cette molécule, elle contient 4 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. La formule semi-développée, vous voyez, c'est la même molécule où on montre toutes les liaisons. Ici, vous voyez, on a bien les 4 atomes de carbone, 2, 4, 6, 8, 10 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. La formule développée, on n'utilisera jamais. Voilà, c'est beaucoup trop complexe. En termes d'écriture, c'est trop lourd, on va dire. Pas difficile, mais lourd. La formule semi-développée, pour ceux qui auraient un petit peu plus de mal, vous pouvez la faire. Attention, ça va vite se complexifier.
La formule topologique, en gros, vous cachez toutes les liaisons qui sont faites avec des hydrogènes. Donc voilà, vous voyez ici les liaisons carbone-hydrogène, carbone-hydrogène, carbone-hydrogène. Elles sont cachées, vous avez un CH3. Ici un CH2, ici un CH2, un CH2, et un OH, un alcool. La formule topologique. Alors, pas de panique si vous avez encore un peu de mal avec cette façon d'écrire. On va tellement l'utiliser que ça va très vite rentrer, vous inquiétez pas. La formule topologique, qu'est-ce qui se passe? Vous cachez tous les hydrogènes, les autres atomes, en fait, tout ce qui va être, on va dire, liaison carbone-hydrogène, vous le cachez. Vous voyez, en fait, vous avez la liaison carbone-carbone, la liaison carbone-carbone, la liaison carbone-carbone et la liaison carbone-oxygène. Vous voyez, en fait, ici, c'est la même chose. Vous avez une liaison carbone qui est au sommet ici, vers le carbone qui est au sommet ici, vers le carbone qui est au sommet ici, vers le carbone qui est au sommet ici. Voilà, donc ce que je vous dis, c'est que les liaisons CC sont représentées par des bâtons et les hydrogènes ne sont pas visibles. D'accord? Donc vous imaginez, si vous avez un carbone, ici un carbone, ici un carbone, ici un carbone. Pour bien écrire ces formules topologiques, il faut à peu près un angle entre 106 et 120 degrés ici. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Voilà, vous faites un truc relativement ressemblant. Formule topologique qui est très largement à utiliser. Je vous encourage à vous entraîner. Vous allez voir, on va en faire beaucoup. Mais voilà. La nomenclature. Nomenclature que vous avez déjà dû voir, mais on va refaire un petit cours dessus pour ceux qui auraient besoin de revoir ça, hein, tout simplement. Il peut y avoir des oublis complètement. On commence par les alcanes linéaires. Donc les alcanes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des chaînes de carbone avec des hydrogènes. C'est-à-dire que on va commencer par les linéaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de substitution, ce sont que des lignes. Si on commence par le plus simple, un carbone fait 4 liaisons, donc un CH4. C'est la molécule de méthane. Comment est-ce qu'on appelle ça? En fait, vous avez, selon le nombre de carbone que vous avez dans votre molécule, des préfixes à utiliser. Et comme ce sont des alcanes, vous ajoutez le suffixe -ane. D'accord? Par exemple, un carbone, c'est le préfixe met, c'est un alcane, donc c'est ane, donc c'est le méthane. 2 carbones ici, c'est le préfixe et, c'est un alcane, donc c'est de l'éthane, etc., etc. Si vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones, c'est le préfixe associé à 7, c'est hept, vous avez de l'heptane, de l'heptane. Donc voilà. La petite liste là qui sera à connaître, mais bon, ça c'est voilà. Met, et, prop, but, pentex, hept, hot, non et dec. On ira rarement, il y a des préfixes pour au-dessus de 10. Déjà, si on atteint le 9-10, déjà ce sera pas mal. Voilà. Pour les alcals cycliques, si vous avez des alcanes, vous voyez, hein, c'est la même chose. Ici, vous avez un carbone, un carbone, un carbone, et les liaisons qui sont représentées par des bâtons. Si vous avez un alcane cyclique, on va rajouter le préfixe cyclo. Donc en fait, vous voyez, si je cache ici le préfixe cyclo, ce serait du propane, parce qu'il y a 3 carbones. Ce problème, c'est que le propane, vous voyez, il est ici, et il est linéaire, c'est carbone vers carbone vers carbone. Terminé. Ici, tout tourne. Vous avez un carbone ici, un carbone ici, un carbone ici. Donc en fait, c'est du cyclopropane. Même chose ici, vous avez 4 carbones, 2, 3, 4, cyclobutane. Même chose ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbones pour faire ce cycle, donc c'est de l'heptane, et comme c'est un cycle, cycloheptane. Donc vous voyez ici la généralité, on va passer rapidement dessus. C'est pas très très intéressant en tout cas. Pour ce qu'on va faire, on va très peu travailler avec des alcanes cycliques. Les alcanes ramifiés. Alors, c'est à partir de là où ça va devenir un tout petit peu plus complexe, où il faut être un petit peu méthodique. Quand vous vous retrouvez, alors on va commencer par vraiment un alcane, hein, il n'y a aucune liaison alcool, acide carboxylique, amine, amide, ce que vous voulez dessus. L'alcane ramifié, première chose à faire, comme je vous le dis là sur la diapositive, c'est de déterminer la chaîne la plus longue. Si vous regardez ici, vous partez d'un carbone et vous comptez. Vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la chaîne ici que je surligne un petit peu en rouge. Vous avez une chaîne ici à 6. Vous essayez de compter un petit peu partout, vous essayez dans tous les sens, et si vous regardez, vous avez une deuxième chaîne qui est égale. Si vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la chaîne ici que j'ai mis un petit peu en avant en vert. D'accord? La chaîne la plus longue a fait 6 carbones, alors pour plus de lisibilité, on va choisir la chaîne en rouge, parce qu'elle est toute droite, c'est beaucoup plus simple. C'est ce que je vous dis, hein. On a 2 chaînes de même longueur, la rouge et la verte. Pour plus de lisibilité, on va choisir la chaîne en rouge. Vous vous focalisez sur celle-là, c'est-à-dire que vous gardez ça, vous dites ça c'est ma chaîne principale, c'est ma chaîne la plus longue.
Qu'est-ce qui se passe pour le nom de la molécule? Vous comptez votre nombre de carbone. Donc on a dit qu'on avait 6 carbones. Si vous regardez le tableau d'avant, avec 6 carbones, on est à de l'hexane. D'accord? Hex, le suffixe. Donc la molécule, c'est de l'hexane. Deuxième chose à faire. Une fois que vous avez votre chaîne principale, votre molécule, pour l'instant, elle s'appelle de l'hexane, mais vous voyez quand même qu'on a laissé des atomes de côté. Et justement, ces atomes de côté, les choses qui sont sur les côtés, ce qu'on appelle des substituants, il faut les repérer. Quand vous regardez ça, vous voyez évidemment que vous avez 3 groupes de carbone, donc un qui est attaché ici au carbone numéro 2, un deuxième qui est attaché au carbone numéro 3, et un troisième, et une petite chaîne ici qui est attachée au carbone numéro 4. La substitution de ces chaînes carbonées, alors les chaînes carbonées, c'est ce qu'on appelle des alkyles. Un alkane, c'est la chaîne principale, etc. Un alkane ramifié, c'est la généralité, mais voilà, un substituant alkane, c'est ce qu'on appelle un alkyle. Donc, en gros, quand on va nommer ces sous-chaînes, ici que j'ai mis en orange, au lieu de mettre le préfixe ane des alcanes, on mettra le suffixe il des alkyles, parce que c'est un alkane en substituant, c'est un alkyle. Donc on regarde. Ici, on a un seul carbone, donc le préfixe c'est met, et donc, comme c'est un substituant, le suffixe c'est il. Même chose ici. Ici, vous avez 2 carbones, je vous renvoie au tableau de tout à l'heure. Le tableau de tout à l'heure, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est que vous avez, quand vous avez 2 carbones, le préfixe c'est et, ETH. Ici, vous êtes en présence d'un substituant, donc le suffixe c'est il, donc c'est de l'éthyle. Vous voyez, on a déjà identifié plusieurs blocs de votre molécule. On a l'hexane qui est votre chaîne principale, 2 substituants méthyle, un substituant éthyle. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Première chose à regarder, c'est de déterminer le sens de numérotation. Parce qu'évidemment, là on voit votre molécule, mais si par exemple je vous donnais que le nom, il faudrait savoir où est-ce qu'on place chaque méthyle, où est-ce qu'on place l'éthyle. Donc vous allez numéroter votre chaîne principale de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc, on fait un premier exemple ici. Voilà. Si on numérote de gauche à droite, vous voyez le carbone 1, le carbone 2, le carbone 3, 4 et 5. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc là, on a l'autre numérotation. Je vais faire ça tout de suite. La numération de gauche à droite, ce carbone-là porte le numéro 1, celui-ci le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, etc. Si vous regardez bien, alors comment est-ce que j'ai fait ça? Ok. On vous dit en bas, il faut que le premier substituant rencontré soit le plus petit numéro possible. Donc si on suit la numérotation de droite à gauche, vous voyez, le premier substituant qu'on rencontre, là c'est le carbone 1, il n'y a pas de substituant. Là c'est le carbone 2, il n'y a pas de substituant. Le premier substituant, vous voyez, il est ici, il est sur le carbone 3. Si vous numérotez de gauche à droite, c'est la numérotation en orange. Premier substituant, vous ne rencontrez rien. Premier carbone, pardon. Deuxième carbone, vous rencontrez votre premier substituant. Donc le plus petit numéro, c'est le 2. Vous voyez, dans ce sens-là, le premier que je rencontre, c'est ici sur le carbone 3 en violet. Dans ce sens-là, le plus petit numéro que je rencontre, c'est le 2. Donc en fait, entre les deux, on va choisir la numérotation en orange. Donc on garde celle-ci. Et donc, okay. Des petites règles orthographiques. On met les substituants avant le nom de la chaîne principale et on enlève le E. C'est-à-dire qu'on aura méthyle sans le E et éthyle sans le E. Si on a plusieurs substituants identiques, on va rajouter des préfixes à ces substituants. Si on en a 2, c'est di. Si on en a 3, c'est tri. Si on en a 4, c'est tétra. Si on en a 5, c'est penta, etc., etc. Révisez votre grec, ça ne nous fera pas du mal, vous allez voir. On va le réutiliser. On vous dit, par exemple, ici, on a donc du diméthyle. Si vous regardez bien, on a di pour dire qu'on a 2 méthyles, et méthyle sans le E. On a mis un petit tiret. Donc pour l'instant, et ensuite vous respectez l'ordre alphabétique. Vous ne tenez pas compte des numéros, vous regardez, alors entre l'éthyle et le méthyle, eh ben, c'est l'éthyle qui gagne, donc vous le placez en premier. Et après, vous mettez le numéro où il se situe dans la chaîne. Donc si vous regardez, on a bien du 4 éthyle, 2, 3, diméthylhexane. C'est-à-dire que en position 4, on a un éthyle, ça c'est bon. En position 2 et 3, on a en tout 2 ligands méthyle. Et ça c'est vrai, en position 2 et 3, on a 2 ligands méthyle. Enfin, un ligand sur chaque position. Vous voyez? C'est important d'avoir les plus petits numéros possibles, mais par contre après quand vous faites la liste, ici avant le nom de votre molécule, eh bien vous respectez l'ordre alphabétique. Éthyle arrive avant méthyle. Faites attention, hein, les préfixes ne comptent pas.
Voilà, une petite subtilité. Le nom du substituant, c'est bien éthyle. Le nom du substituant, c'est bien méthyle. Donc l'éthyle arrive avant le méthyle. Faites attention à ne pas vous faire avoir là-dessus. Un deuxième exemple, je vous invite à essayer, vous voyez, vous avez différentes étapes, déterminer la chaîne la plus longue, repérer les substituants, déterminer le sens de numérotation et nommer la molécule. Je vous invite à essayer si vous avez compris, sinon à mettre pause par exemple maintenant. Sinon, on va faire tout de suite la correction. Quand on regarde déterminer la plus longue chaîne carbonée, je vous laisse compter, il y en a deux possibles. La plus simple, c'est la linéaire ici. Et on a deux substituants. D'accord ? On regarde le sens de numérotation et là, il peut nous arriver d'avoir un petit souci. Parce que si vous regardez, si on numérote de gauche à droite, on va rencontrer ici le substituant éthyle en position 3. Si on numérote de droite à gauche, on va rencontrer le méthyle en position 3. Donc au final, vous voyez, le nom, ça pourrait être du 3-éthyl 4-méthylhexane. Donc 3-méthyl 4-éthylhexane, c'est quand vous numérotez de droite à gauche. Ou du 4-éthyl 3-méthylhexane, si vous numérotez de gauche à droite. Et au final, vous ne changez pas grand-chose, on s'en fiche, on a numéro 3 et 4. Il y a une règle pour ça. Si vous avez un conflit entre le 3 et 4, si vous rencontrez le premier substituant au même numéro, mais que vous ne savez pas dans quel sens ça se met, et ben l'ordre alphabétique va être prioritaire. C'est-à-dire que vous allez d'abord commencer par le 3-éthyl 4-méthyl plutôt que le 4-éthyl 3-méthyl. Vous voyez, vous conservez votre ordre alphabétique ici, mais vous lui attribuez le plus petit numéro. D'accord ? Faites attention à ça. Vous voyez, pour déterminer la chaîne la plus longue, c'est facile. Pour repérer le substituant, déjà, on a un petit souci. C'est que le premier substituant, si on numérote de droite à gauche ou de gauche à droite, on le rencontre toujours à la 3e position. Dans ce cas-là, ce que je vous dis, c'est que dans tous les cas, votre molécule, c'est de l'éthylméthylhexane. Mais comment on met les numéros ? Tout simplement, on va donner la priorité à l'ordre alphabétique. Et donc, ce sera l'éthyle qui arrive en premier dans votre chaîne qui portera le plus petit numéro. Troisième exemple, encore une fois avec un petit conflit. Si vous regardez, on a une chaîne qu'on peut numéroter des deux côtés. Donc si on numérote de gauche à droite, vous allez rencontrer ce substituant-là en premier, à la position 2. Et même chose, si vous vous numérotez de droite à gauche, vous allez rencontrer ce substituant-là en 2e position. Donc en fait, et en plus c'est les mêmes. C'est-à-dire que là, dans ce sens-là, vous rencontrez un méthyle en 2e position. Et dans ce sens-là, vous rencontrez un méthyle en 2e position. Donc l'ordre alphabétique ne va pas vous aider. Ce que vous pouvez faire, donc, là je vous donne les deux cas. Si vous numérotez de droite à gauche, ce sera du 2, 4, 5 triméthylhexane. Vous voyez, 2, 4, 5. 3 fois le ligand méthyle, donc ce sera du tri pour 3 méthylhexane. 2, 4, 5. C'est 3 ligands méthyle, un chacun en position 2, 4 et 5. D'accord ? Ou si vous prenez l'autre sens, de gauche à droite, vous rencontrez votre ligand méthyle ici en 2, puis en 3, puis en 5. Donc ce sera du 2, 3, 5. Et vous voyez ici, on n'a pas de possibilité de changer, on commence bien par 2. Et bien tout simplement, vous faites la somme de tous les petits chiffres avant, et vous devez tomber sur la numérotation la plus faible. Et donc, on le voit un petit peu, c'est un petit peu pâle, mais sur la numérotation de droite à gauche, quand vous faites 2 plus 4 plus 5, vous tombez sur 11. Et si vous faites la numérotation de gauche à droite, vous tombez sur 2 plus 3 plus 5, ce qui vous fait 10. Donc, comme je vous le dis ici, en cas de conflit, on choisit la somme des indices la plus petite. Donc ici, on a du 2, 3, 5 triméthylhexane. Et non du 2, 4, 5 triméthylhexane. Petit rappel sur la nomenclature. Les alcanes sont terminés, on va passer aux alcènes. Alors les alcènes, première chose à faire, c'est déterminer la chaîne carbonée la plus longue. D'accord ? C'est toujours la même chose, comme les alcanes, le seul souci c'est que votre fonction alcène, alors je vous rappelle, une fonction alcène c'est celle qui a 2 liaisons ici, d'accord ? Votre chaîne carbonée la plus longue doit contenir cet alcène, d'accord ? Pour faire la nomenclature des alcènes. Ensuite, repérer les substituants, déterminer le sens de numérotation comme tout à l'heure et nommer la molécule. Première chose, donc déterminer la plus longue chaîne carbonée. Donc si vous regardez, qui contient l'alcène, surtout, c'est important.
Donc on a eu 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc 5 carbones, si on se réfère au tableau du tout début, c'est le préfixe pente. D'accord? Ça aurait été un alcane, ça aurait été du pentane. Là par contre, on a un alcène, donc le suffixe ne sera pas ane, ce sera n. D'accord? Donc en théorie, c'est du pentène. Je mets un petit encart ici, vous voyez, c'est pas du pentène, c'est du pente quelque chose n. Je vous expliquerai pourquoi après. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Deuxième chose, c'est repérer les substituants. Vous regardez les substituants, donc vous voyez, si on numérote de... Alors, est-ce que je l'ai fait? Oui. Si on numérote de gauche à droite en rouge, vous allez avoir un premier méthyle en position 2, un deuxième méthyle en position 3, ici. Et si vous numérotez de droite à gauche, vous aurez un premier méthyle en position 3 et un deuxième en position 4. D'accord? Quand vous avez un alcène, vous allez chercher l'indice le plus petit pour le premier carbone qui porte la double liaison. D'accord? Ça veut dire que quand vous allez compter de droite à gauche ou de gauche à droite, vous allez choisir le sens par rapport au numéro du carbone porteur de l'alcène le plus petit. Je vous explique. Dans le sens de droite à gauche, votre premier carbone, c'est celui-ci. Donc vous allez faire 1, 2, 3. Ce carbone-là, il fait la liaison alcène. D'accord? Donc il porte ce carbone 3. Et dans l'autre sens, 1, 2. Et ce carbone-là, il est dans la liaison alcène. Donc en théorie, on doit choisir le sens de gauche à droite. Parce que ça donne le plus petit numéro à l'alcène. Donc si vous regardez ici, vous avez on garde la numérotation de gauche à droite, vous avez du 2, 3, diméthyle, ça c'est pour les substituants, pente 2N, parce que l'alcène commence à la position 2. D'accord? On garde le sens de numérotation de gauche à droite. Pourquoi? Parce que dans ce sens, en comptant les carbones, 1, 2, 3, 4, 5, vous rencontrez votre alcène sur le carbone qui porte le numéro 2. Dans l'autre sens, vous rencontrez un carbone qui porte une fonction alcène pour le numéro 3. Donc on prend le plus petit, donc on numérote de gauche à droite. Et après, vous faites exactement la même chose. Dans le sens de gauche à droite, vous prenez les numéros pour les substituants, vous faites comme tout à l'heure. Donc c'est du 2, 3, diméthyle parce qu'il y en a 2, teinte parce que votre chaîne principale c'est 5 carbones, 2N parce que votre alcène est rencontré à la position 2. C'est pour ça que c'est du pente 2N, votre alcène est rencontré à la position 2. D'autres fonctions que vous pouvez rencontrer assez couramment, on va dire, et qu'on va rencontrer assez couramment, si vous partez par exemple du propane, d'accord? Ok, si vous partez par exemple du propane. Propane, c'est l'alcane linéaire, voilà, classique, 3 carbones, etc., etc. Donc je ne voulais pas préciser évidemment, mais le nombre d'hydrogène, c'est lié à combien de liaisons fait votre carbone. D'accord. Vous voyez que le premier carbone ici, il fait qu'une seule liaison vers ce carbone-là, donc forcément, pour aller à 4, il lui faut 3 hydrogènes. Le carbone du milieu, il fait une liaison vers le carbone de gauche et une liaison vers le carbone de droite. Évidemment, pour arriver à 4, il lui faudra 2 hydrogènes. Ça, je ne l'ai pas précisé. Je vous laisse reprendre les bases là-dessus si vous en avez besoin. Dans le pire des cas, il y aura certainement des vidéos que je vous mettrai sur la ruche. Bref. Ce propane, il peut être ce qu'on appelle oxydé, c'est-à-dire porter une fonction oxygène. Si vous avez une cétone, donc le motif de la cétone, je vous le répète, le motif cétone, c'est C double liaison O. Et si par exemple, il est en plein milieu de votre alcane, au lieu d'avoir du propane, vous aurez du propane, on aura enlevé le E, d'accord, ça se met en suffixe, ça, 2-on. Ça veut dire que c'est du propane et en position 2, vous avez une fonction cétone. Propane 2-on. On met le suffixe, on. Et la position juste avant. Propane, 3 carbones, en position 2, on rencontre une cétone. Même chose pour l'aldéhyde. Alors l'aldéhyde, c'est un petit peu différent, il n'y aura pas de numéro, parce que l'aldéhyde est forcément en bout de chaîne, parce que si vous le mettez au milieu de la chaîne, ça devient une cétone, tout simplement. L'aldéhyde, c'est ce motif-là, c'est C double liaison O, C hydrogène, d'accord? Vous avez ici un CHO, on appelle ça, CHO. Pas COH, parce que ça c'est un alcool, on le verra après. L'aldéhyde, comme il est tout en bout de chaîne, il n'y aura pas de numéro, et son suffixe est juste al. Donc, par exemple, ici vous avez 1, 2, 3 carbones. Alors,
comptez bien le carbone de votre aldéhyde. Ne me dites pas, par exemple, ici c'est de l'éthanal, d'accord? Là, ici, c'est du propanal, parce que vous avez bien 1, 2, 3 carbones, donc prop, propane d'ailleurs, et vous rajoutez le suffixe al pour aldéhyde, donc ça fait propanal. Et enfin, pour alcool, on va avoir la même chose que pour l'acétone. Alors là, j'ai mis l'alcool en position 1, il est sur le premier carbone, il faut quand même le mettre. Voilà. On ne se pose pas la question. On peut dire que c'est du propanol, parce que de base, si on ne le précise pas, c'est qu'il est sur le premier carbone, mais vous auriez très bien pu accrocher votre alcool ici sur le carbone numéro 2, et vous auriez eu du propane de Hall. D'accord. Faites attention sur la nomenclature, vous voyez ici, quand vous avez un alcool, vous commencerez à faire la nomenclature du carbone porteur de l'alcool. Voilà, si c'est en début de chaîne, ce sera peut-être plus simple comme ça. Faites attention à ça. D'autres exemples. Si vous regardez ici, vous avez 1, 2, 3, 4 carbones dans la chaîne principale, donc c'est du butane, et vous rencontrez la fonction cétone sur le deuxième carbone. Le deuxième carbone fait partie de la fonction cétone. Donc ça vous fait du butane 2 on. Butane avec en position 2 une cétone. Même chose ici, vous voyez, on complexifie un petit peu la chose. Ça reste du butane de on. Vous voyez, il faut cacher tout ce qui est à gauche de mon curseur. Mais ce butane de on, en position 3, il y a aussi un substituant méthyle. Vous voyez? Donc ça fait du 3-méthyle, butane de on, etc., etc. Si vous avez 4 carbones avant fonction, dont votre fonction aldéhyde, vous aurez du butanal. Et même chose, si vous avez des substituants le long de cette chaîne-là, on commence la numérotation, attention, du carbone de l'aldéhyde. Donc le carbone de l'aldéhyde portera le numéro 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4. Et vous voyez votre méthyle ici, il sera en position 3 du coup, ce sera du 3-méthylbutanal. Pourquoi c'est pas du 2-méthylbutanal? Parce que en fait votre méthyle serait là. En fait vous pouvez pas dire que c'est du 2-méthylbutane 4-al. Ça n'existe pas. Les aldéhydes n'ont jamais de numéro. On considère que l'aldéhyde, le carbone qui fait partie de la fonction aldéhyde, est le carbone numéro 1. Donc là malheureusement on ne peut pas avoir le plus petit numéro. Voilà. Les alcools, ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous mettez votre alcool sur la chaîne au milieu, là, comme ça, et ben vous aurez du butane de Hall. C'est du butane avec en position 2 un alcool. Butane en position 2, un alcool. Et même chose avec plein de substituants. Si vous partez ici, vous aurez du 2-méthylpropane de Hall, parce qu'en fait vous avez une chaîne qui fait 1, 2, 3, d'accord, et vous avez du 2-méthyl. Alors là, je vous ai dit tout à l'heure que ça partait de l'alcool, là vous êtes plus sur un alkane linéaire. D'accord, là il y a juste des substituants, donc vous allez forcément suivre le même ordre que d'habitude. Vous allez partir pour avoir le plus petit numéro possible. Ça fait 1, 2. Vous voyez la chaîne principale, elle fait 1, 2, 3. D'accord, là ça change un petit peu, la chaîne principale elle n'est pas toute droite. Vous avez vos 3 carbones qui font premier carbone, deuxième carbone, troisième carbone. Donc vous avez bien du 1, 2-méthyle, 2-Hall, donc 2-méthylpropane de Hall. Je vous laisse reprendre ça. Les acides carboxyliques, c'est encore une petite variante dans la nomenclature. Alors la nomenclature en tant que telle, je vous en donnerai peut-être, par exemple, au premier partiel pour gagner un petit peu de points. Ça, c'est pas encore dit. Voilà, donc oui ou non, je vous le dirai, mais voilà. Mais voilà, c'est assez important parce que dans les énoncés, par exemple, je vous dirais, par exemple, vous avez du 4-butanol qui réagit avec je sais pas moi, un but de N, et ben, faudra me faire la réaction. Évidemment, je ne vous donnerai pas la structure. Pas de panique, vous allez voir, on va en faire plein. Les acides carboxyliques, c'est un petit peu différent de base. Vous voyez, comme les alcanes, on mettait an, les alcènes, on mettait N, les alcools, on met ol, les aldéhydes, on met al, et etc., etc. Les cétones, on met on. Et bien là, c'est la même chose. Quand vous avez un acide carboxylique, vous savez que ça commencera par acide, tout le nom de votre molécule, et à la fin, OIC. C'est ce que j'ai mis en rouge ici. Votre chaîne principale la plus longue, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez partir en bas si vous voulez vous compliquer la vie, mais c'est la même chose. Donc ce sera un acide butanoïque, c'est-à-dire que c'est un acide qui est mis sur la chaîne principale, qui est du butane. Donc c'est un acide butanoïque. Même chose
Pour la numérotation, vous devez partir, c'est comme les aldéhydes, vous devez partir du carbone qui fait partie de la liaison acide carboxylique. Pour ceux qui ont besoin de raccrocher le wagon, l'acide carboxylique, hein, c'est l'ensemble COOH. D'accord? Donc si vous numérotez donc, de droite à gauche, là vous êtes obligé, vous aurez de l'acide 3-méthylbutanoïque. Voilà, ça c'est le nom de la molécule, c'est de l'acide 3-méthylbutanoïque. Voilà, essayez de vous entraîner à faire ça, très honnêtement. Mettez pause, essayez de revoir ça, d'y réfléchir. C'est important de savoir la nomenclature. Une autre fonction un peu particulière, et les esters, faites attention, parce qu'en chimie on les rencontre assez souvent. Peut-être pas justement pour nos modules de chimie organique, mais pour la suite c'est très important. Un ester, qu'est-ce que c'est? Un ester, c'est une fonction C double liaison O, simple liaison O, avec de chaque côté une chaîne carbonée. D'accord? Vous voyez ici, vous avez COO, en fait c'est, si vous tiriez R, groupement quelconque à droite, OO, R, COO, R'. Ça ne peut ne pas être la même, par exemple. Quand vous avez un ester comme ça, première chose à faire, c'est que vous avez dans votre nom, oui, vous allez voir pourquoi, c'est un nanananin OAT de nanananin il. Ça, c'est votre ester. Première chose à faire, c'est de regarder ce que vous avez à gauche du côté du C double liaison O. Vous prenez votre chaîne principale, il y en a 4 carbones, c'est du butane. Il y a un substituant, et ben on va le... Ah, il a été fait avant. Donc c'est du butane. Ok, le substituant, on y reviendra après. À droite, ici, du côté du C simple liaison O, vous avez votre chaîne la plus longue, c'est 3 carbones. Donc c'est normalement du propane. Là, il y en a 3, donc c'est du prop. Voilà. Et enfin, vous faites les substituants. En respectant la numérotation, vous partez toujours du cœur de la molécule, vous partez toujours de cet alcène. C'est-à-dire que pour la chaîne en bleu, vous partez de droite à gauche, et pour la chaîne en orange, vous partez de gauche à droite. Vous partez toujours de la fonction ester. Ce qui vous donne pour la chaîne de gauche du 3-méthyl, si par exemple on n'avait pas l'ester, ce serait du 3-méthyl, enfin ce serait du... Oui, 3-méthyl, butane. Et la chaîne de droite, ce serait si on n'a pas l'ester, ce serait tout simplement du butane. Bref. Et bien là, en fait, vous avez du 3-méthylbutanoate de 1-méthylpropyl. Ça peut paraître très compliqué quand on le lit, mais quand on le construit, c'est assez simple. Le 3-méthylbutane, c'est ce qui est à gauche du C double liaison O, OAT de 1-méthylpropyl, c'est ce qui est à droite du CO. Donc vous avez du 3-méthylbutanoate de 1-méthylpropyl. Voilà. Et là, vous pouvez paraître scientifique en disant des mots comme ça, mais vous comprenez la logique, c'est pas si compliqué. Essayez de le refaire. Les amines. Les amines, encore une chose encore un peu plus différente. Les amines sont numérotées différemment. C'est-à-dire que si vous avez une amine en bout de chaîne, vous rajoutez simplement le suffixe amine. D'accord? Donc si vous regardez en fait ici, votre chaîne carbonée la plus longue, elle est ici, c'est 3 carbones. Ou elle est ici si vous aimez vous embêter, mais ça revient au même. 3 carbones, donc c'est du propane. D'accord? En position, si vous avez l'amine en bout, vous êtes obligé de partir de là, donc vous faites du 1,2-méthyl, vous avez un méthyle en position 2, donc techniquement, si vous enlevez votre amine, vous avez du 2-méthylpropane. Mais comme vous avez un amine en bout de chaîne, ce sera du 2-méthylpropane, on enlève le E et on rajoute le suffixe amine. 2-méthylpropanamine. Si votre amine est ici, au centre de votre chaîne, ça va changer un tout petit peu à partir du moment où vous avez une amine au centre de votre chaîne. Vous n'utilisez plus... alors, surtout si vous avez que des chaînes carbonées autour, vous n'utilisez plus la numérotation. En fait, vous partez de cette amine et vous dites tout ce qu'il y a dessus. Vous prenez la chaîne la plus longue en dehors de cette amine. Si vous voyez, vous avez 2 carbones ici, donc c'est de l'éthane. Il y a une amine, donc c'est de l'éthanamine. Et en plus, ce substituant méthyle, il est aussi accroché sur le N. Donc c'est du N-méthyléthanamine. Vous voyez? La chaîne principale la plus longue ici, sans interruption des carbones, c'est celle-ci. Vous avez 2 carbones, donc c'est de l'éthane. Éthanamine, c'est un petit peu comme au-dessus. C'est comme si, en oubliant celui-ci, vous avez
une amine en bout de chaîne, donc c'est de l'éthanamine, et en plus sur cette amine, vous avez un méthyle. Donc on vous dit que sur ce N est accroché un méthyle, éthanamine. N-méthyle, éthanamine. Et si vous en avez plusieurs, si vous en rajoutez un deuxième de CH3, faites attention, on ne peut pas en rajouter plus, hein, l'azote ne fait que 3 liaisons, et ben vous avez du NN diméthyléthanamine. D'accord? Faites attention à ça. Hein. C'est-à-dire que vous reprenez votre chaîne la plus longue, c'est toujours de l'éthanamine, alors ça ne change rien, la partie en bleu et rose ici, ça ne change pas. Par contre, sur le N, vous avez 2 substituants méthyle, donc ça veut dire diméthyle, et à chaque fois, chaque méthyle est sur la position N. Donc on vous dit NN. En N, on a un méthyle, en N, on a un méthyle, donc ça vous fait du NN diméthyléthanamine. On passe en revue comme ça toutes les fonctions. Hein. C'est pas le but de ce cours-là, mais bon, au moins vous les avez revus. Les amides, j'allais dire le pattern, mais le profil d'un amide, enfin attention, une amineux, un amide. Aucun moyen de se rappeler, juste de faire ça. Voilà. Les amides, c'est le motif C, double liaison O, N. D'accord. Même chose, il peut y avoir des choses après le N, mais ça c'est pas bien grave. Vous prenez votre chaîne la plus longue qui contient le carbone de l'amide, et là par exemple il y a 2 carbones, c'est de l'éthanamide. Vous mettez un suffixe amide. On passe à tout ce qui est composé halogène. Les halogènes, c'est fluor, chlore, brome, iode, xénon et krypton. Les xénons kryptons, on ne les utilisera jamais au grand jamais. Donc retenez dans l'ordre fluor, chlore, brome et iode. Ça, c'est vos halogènes. Voilà. Et en fait, tout simplement, le fluor, ce sera le préfixe fluoro, le chlore, chloro, le brome, bromo, et l'iode, iodo. Et après, vous avez juste à indiquer sa position sur la chaîne principale. Vous voyez, là, je suis passé en topologique. Par exemple, on a, si on numérote de gauche à droite, on aurait du 1, 2, 3, 4, 5, 6, du 6 bromo. Si on numérote de droite à gauche, on aurait du 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le brome sera en position 2, donc on a bien du 2, bromo, et 6, c'est de l'hexane. Tout simplement. Donc voilà, halogène, vous allez en rencontrer très souvent. On va principalement, et vous verrez, en fait, on va voir que ça, que des halogènes. Donc, pratiquement toutes les réactions sont des syntons, on appelle ça des syntons, sont des petites molécules très intéressantes pour faire réagir dessus, et vous allez voir. Vous allez les rencontrer. Donc si vous avez des soucis sur les halogènes, on peut en reparler en TD sans souci. Des exceptions, mais alors vraiment exceptionnelles, hein, ça porte bien le nom. Il y a des choses quand même qui sont à faire attention, voilà, qu'on techniquement, soit je vous donnerai la molécule quand même, voilà, je vous dirai peut-être pas, ce serait pas très compliqué. Premier exemple, vous numérotez toujours à partir de là du carbone qui porte la liaison C double liaison O quand vous avez une cétone, un aldéhyde, un acide carboxylique ou un amide. C'est pour ça que vous voyez par exemple ici vous n'avez pas du 1, 2, le premier carbone qui porte l'alcène c'est pas du pente 2N, c'est du pente 3 parce que vous partez d'ici, vous avez un carbone, 2 carbones, et le troisième carbone porte l'alcène, donc c'est de l'acide penténoïque. Même chose ici, vous voyez, si on part à numéroter ici, vous avez 1, 2, 3, donc en 3 vous avez un méthyle, mais faites attention, quand vous avez... alors, vous voyez, j'ai fait une liste, hein, cétone, aldéhyde, acide carboxylique et amide. Les alcools n'y sont pas. Si vous avez des alcools en même temps qu'une fonction comme ça avec une double liaison, ce n'est plus une fonction principale, vous aurez plus un ol à la fin, il va passer en hydroxy avec un préfixe. Vous voyez, donc par exemple, ici on a du 1, 2, 3, donc en 3 on a un hydroxy. C'est un acide, 3 hydroxy, 3 méthylpropanoïque. Et même chose pour les amines, si vous avez une amine au milieu de la chaîne, avec la présence d'une fonction aldéhyde, acide carboxylique, amide, etc., vous numérotez de droite à gauche, en partant toujours de ce carbone qui porte la double liaison O, mais par contre, vous n'aurez plus le suffixe amine, parce que c'est forcément le suffixe de l'aldéhyde qui prendra le dessus, mais vous aurez le préfixe amino avec sa position dans la chaîne. Donc si vous êtes en 1, 2, 3, et sur ce carbone 3, vous avez à la fois un substituant méthyle et un substituant amine qui du coup devient un 3-amino, 3-méthylpropanol. Pour placer les substituants, après c'est l'ordre alphabétique, sans compter si vous avez des ditris, etc. Les ditris, on n'en parle pas. Vous voyez par exemple ici, 3-hydroxy c'est avant 3-méthyl, 3-amino c'est avant 3-méthyl.
Alors, ça c'est pour tout ce qui est nomenclature. Alors ça a été un petit peu rapide, mais voilà, donc c'est fait exprès. C'est des choses que vous avez déjà vues, donc c'est un petit rappel. La réaction chimique en telle quelle. Pourquoi est-ce que je revois ça? C'est pour vous expliquer réellement ce qu'est une réaction chimique. Une réaction chimique, donc là je vais vous relire en même temps que vous, c'est-à-dire que vous avez certaines substances, certains produits qui vont être mis en contact, d'accord? Ou alors vous avez des produits qui ne vont pas pouvoir réagir, mais vous allez avoir des conditions extérieures qui vont aider, vous allez avoir un catalyseur, vous allez avoir la température qui va jouer, la concentration, l'agitation, ça peut exister même si bon, voilà. Et ça donne un système plus stable que ceux des corps initiaux. Par exemple, vous avez un corps A, un corps B, et ben, les deux corps séparés seront moins stables que le corps AB. Et ça, c'est possible uniquement dans cette condition-là. Si vous avez une réaction chimique qui vous dit A plus B donne AB, la molécule AB est beaucoup plus stable que les deux molécules A et B séparées, on va rester dans la configuration des deux liés. Si par contre, la thermodynamique, puisque c'est uniquement ça, si la thermodynamique vous dit la molécule AB qui est faite de A et de B est instable, la réaction ne se fera jamais. Et une réaction, une petite phrase, ça consiste uniquement à faire des ruptures de liaison et à en reformer de nouvelles. D'accord? C'est-à-dire que vous avez des molécules qui ont des liaisons déjà en elles, et en fait vous allez bouger un petit peu tout ça, vous allez déplacer des électrons, et en fait vous allez casser certaines liaisons pour en créer, et en fait arriver à une molécule qui est beaucoup plus stable que celle donnée au départ. Même chose, on a 4 grands types de réactions. Ça, ce n'est pas à apprendre parce qu'on va les rencontrer tout au long de nos chapitres. Mais c'est pour vous expliquer les substitutions, vous voyez, ça porte très bien leur nom. Par exemple, vous avez une molécule, c'est du CH3Cl, d'accord, chlorométhane. Vous allez en fait substituer, c'est-à-dire que vous allez changer le chlore par le OH. Et en fait, à la fin, vous aurez un CH3OH au lieu d'un CH3Cl. Des additions. La deuxième grande famille sont les additions. On vous dit la molécule en fait, on va faire l'addition de toute une molécule sur l'autre en la coupant en deux. Vous voyez, par exemple, au début vous avez du CH2CH2 avec une double liaison. Là, vous allez rajouter du H2, c'est-à-dire que vous allez rajouter un H de chaque côté. Donc ça vous fait du CH3CH3 avec une simple liaison au milieu. Ça, on le verra en cours. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas compris comment ça se passe, c'est normal. On va le faire en cours. Les éliminations, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous allez perdre, alors bien souvent c'est une molécule d'eau, ça peut être une molécule d'halogène, un chlore, un fluor, un brome, un iode, etc. Vous voyez, vous démarrez avec une molécule qui a CH3CH2OH et vous arrivez à un alcène. Et les réarrangements plus compliqués, voilà, on va avoir des déplacements de liaison, par exemple la double liaison ici va se déplacer pour faire une double liaison avec le CO, qui était une liaison simple au tout début. Cette slide n'est vraiment pas importante. Ce sont des termes qu'on reverra en cours, mais voilà, si vous avez besoin d'une définition, elle est là pour ça. Une slide qui fait un tout petit peu peur parce qu'on va parler un petit peu d'aspect énergétique. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire de thermodynamique dans ce cours, on n'est pas là pour ça. Si vous aimez la thermodynamique, et ça se comprend, tant mieux pour vous, mais on n'est pas là pour faire ça. Les réactions chimiques, ce sont des échanges d'énergie. D'accord ? La molécule peut être très stable, d'accord ? C'est-à-dire si vous faites A plus B donne AB, cette molécule AB peut être très stable, mais en fait il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit pour créer cette molécule AB, vous avez absorbé de l'énergie, c'est la deuxième ligne. Si vous avez absorbé de l'énergie pour créer cette molécule, c'est que la réaction est endo-énergétique. Si vous avez libéré de l'énergie en faisant cette molécule, c'est-à-dire que vous aviez A et B qui avaient un certain niveau d'énergie, voilà, thermodynamique. Si vous les mettez ensemble et que la molécule finale a moins de niveau énergétique, c'est qu'elle a relibéré de l'énergie. Donc la réaction est exoénergétique. Plus souvent, en chimie en tout cas, il y a deux grands types d'énergie qui sont échangés. Alors, la première de toutes, et absolument toutes, c'est la chaleur. La deuxième, c'est de la lumière. Ça, on ne le verra jamais. En tout cas, dans ce cours. Sinon, ça existe quand même de manière assez importante dans le monde de la recherche. Donc tout simplement, au lieu de dire qu'une réaction est endoénergétique ou exoénergétique, on va pouvoir dire que les réactions sont exothermiques ou endothermiques. Exothermique qui va libérer de la chaleur, endothermique qui va absorber de la chaleur.
Et voilà, un petit peu thermodynamique, mais vite fait, ça c'est à oublier. La variation d'énergie au cours d'une transformation s'exprime par son enthalpie libre, et évidemment, l'enthalpie libre doit être négative pour que la réaction progresse. Je le dis juste après. Pour qu'elle ait lieu, l'enthalpie libre doit être négative. Alors ça, on ne va pas l'utiliser, mais voilà, c'est pour vous expliquer ce qu'est une réaction chimique. Les collisions sont rarement, voilà. Ok, donc là c'est pas très important, c'est des aspects énergétiques. Cette slide là elle n'est pas très utile. On vous dit simplement que pour qu'une réaction ait lieu, il faut souvent l'amorcer par une élévation de la température, parce que le plus souvent des cas en chimie organique, même 95% des cas, les réactions ont besoin de chaleur, hein. Donc on a besoin d'absorber, donc c'est des réactions qui sont endothermiques. D'accord ? Après, il y a des réactions exothermiques, ça existe aussi, attention. Enfin, les collisions sont rarement efficaces. Alors souvent, il faut que les molécules se rencontrent. D'accord ? Donc vous avez en gros certaines réactions qui sont possibles si le milieu est très concentré. Voilà, donc ça, c'est une petite parenthèse à côté. La collision, elle est efficace si, alors, au moment où vos molécules vont se rencontrer, c'est un petit peu comme si vous aviez malheureusement deux voitures qui se rencontrent de face à face. Le maximum d'énergie du choc, c'est le moment où les deux voitures vont se toucher. C'est la même chose pour les molécules. Quand les deux molécules vont rencontrer en contact, d'accord, donc ça se déplace très vite dans le milieu, hein, quand elles vont rentrer en contact, vous allez avoir besoin d'une énergie. Cette énergie-là va être supérieure à ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Et l'énergie d'activation, c'est l'énergie nécessaire à ce que la réaction ait lieu. C'est-à-dire que si vous avez une énergie d'activation de 10 kJ, par exemple, si dans votre milieu, vous n'avez jamais de collisions qui sont plus fortes que 10 kJ, votre réaction ne va jamais se faire. Si vous avez des réactions qui font 15, 20, 30 kJ, ça va être possible, elles vont se percuter, les molécules vont se taper, et en fait, vous allez avoir la possibilité de faire la réaction, parce que comme vous avez un trop plein d'énergie, vous surpassez l'énergie d'activation, et vous allez pouvoir faire votre réaction. Un diagramme qui est assez intéressant, on va dire, c'est que en termes d'énergie, si vous voyez, alors comment est-ce que ça marche, ça c'est un diagramme qui vous montre comment marche une réaction chimique. Le sens de gauche à droite, on appelle ça les coordonnées de la réaction, en fait c'est le temps qui passe. Pour aller de gauche à droite, c'est que la réaction a lieu. C'est-à-dire qu'on passe ici du réactif, ici vous avez un petit plateau, tu voyez le plateau ici du réactif, vous passez du réactif au produit ici. Chacune de ces deux molécules ont un certain niveau d'énergie. Donc je vous ai dit que pour faire une molécule AB à partir d'une molécule A et B, il fallait que la molécule finale ait un niveau d'énergie plus faible que les molécules de départ. Molécule finale, c'est ce qu'on appelle un produit. Molécule de départ, c'est ce qu'on appelle des réactifs. Vous voyez ici, on a une échelle en verticale de l'énergie libre. L'énergie, en gros, c'est l'énergie libre, c'est l'énergie libre de chaque molécule qui est propre. Vous avez des liaisons qui vibrent, ça fait de l'énergie, etc. Par exemple, alors, on ne tient pas compte de ce qui est écrit dessus, voilà. Ça complexifie pour pas grand-chose. Si vos réactifs, ici, c'est cette barre-là, le niveau d'énergie se situe à peu près ici. Si vous regardez votre produit, le niveau d'énergie est beaucoup plus bas. Donc déjà, la réaction est possible. Et si vous regardez bien, en fait, le profil énergétique, c'est que vous allez partir de votre réactif, votre énergie va augmenter et puis diminuer fortement. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est que pour faire une réaction chimique, vous avez toujours une barrière énergétique, en fait, parce que si vous n'aviez pas cette barrière énergétique, les réactions, elles se feraient spontanément. Il y a des choses que dans la nature, on ne veut pas que ça se fasse spontanément, d'accord ? Par exemple, des réactions de déshydratation, si ça se faisait spontanément, on ne vivrait pas très longtemps. La barrière énergétique, c'est ce qu'on appelle l'état de transition, et elle a un niveau d'énergie qui est, ce qu'on disait tout à l'heure, l'énergie d'activation. Donc si vous chauffez votre milieu, vous allez apporter de l'énergie, au bout d'un moment, vous allez passer cet état de transition, et en fait, vous continuez à chauffer, en fait, vous allez pousser la formation du produit. À partir du moment où vous allez couper le chauffage de votre réaction, comme vous n'avez plus d'énergie, ça ne peut pas revenir en arrière, parce que ça ne peut pas refranchir ce puits-là. Parce que faites attention, il y a des réactions qui peuvent se faire tant que le milieu est chaud, ça va aller par là. D'accord ? Mais si vous étiez dans l'autre sens, ça ne marcherait pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'énergie suffisante pour franchir ici ce pic et ensuite tomber du côté des produits.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle une réaction élémentaire, parce que c'est une seule étape, on passe d'un réactif à un produit. Plusieurs choses sont possibles encore. Il y a ce qu'on appelle des réactions multi-étapes. Alors c'est un petit peu plus compliqué, en gros c'est le même profil, sauf que là, votre réaction se fait en 2 étapes. Votre réactif de départ, il a un certain niveau d'énergie, votre produit final, il a un certain niveau d'énergie. Comme vous le voyez, le réactif a un plus haut niveau d'énergie que le produit, donc tout se passe bien. Le seul souci, c'est que vous voyez, quand vous avez une réaction en 2 étapes, votre intermédiaire réactionnel, c'est-à-dire que si vous passez d'une molécule A qui se transforme en molécule B pour donner une molécule C, vous avez tout à fait le droit d'avoir la molécule intermédiaire qui est plus haute en énergie que votre réactif. D'accord ? Ce qu'il y a, c'est qu'il faut continuer votre réaction. Si vous êtes en train de chauffer pour monter l'énergie ici, passer cet état de transition 1, ET1, et arriver à votre intermédiaire, il faut continuer de chauffer. Parce qu'à partir du moment où vous allez arrêter de chauffer, eh ben, il lui demande, vous voyez, il y a un grand effort pour passer de gauche à droite. Par contre, pour passer de droite à gauche, il y a un tout petit effort. Donc ça veut dire que si vous faites votre réaction dans ce sens-là, vous arrêtez de chauffer, et ben, pouf, ça va revenir à l'état de réactif, et vous n'aurez plus votre intermédiaire. C'est-à-dire qu'il faut continuer. Quand vous avez votre premier intermédiaire, il faut continuer. Donc par exemple, ici on rajoute des ions Cl- dans la deuxième étape. Et ben il faut, même chose, franchir un tout petit état de transition pour tomber dans les produits. Et si vous regardez là, par contre, c'est l'inverse. À partir du moment où on va couper, par exemple, le chauffage, il faut un effort énergétique incroyable pour retomber sur votre intermédiaire. Vous voyez, dans ce sens-là, il vous faut un grand effort pour tomber dans votre intermédiaire, mais le retour est très facile, donc il ne faut pas s'arrêter. Par contre, si vous continuez, il vous faut un très faible effort énergétique pour passer dans votre produit, mais l'inverse n'est pas vrai. Il vous faut un énorme effort énergétique pour revenir en arrière dans votre réaction. Voilà. Si vous avez plusieurs intermédiaires, évidemment, la réaction passe par le plus stable. Ce qu'il faut retenir, c'est que vos produits ont toujours un niveau énergétique plus bas que vos réactifs. Voilà. On n'en fera pas beaucoup de ça. Voilà. Je ne sais même pas si on reverra des diagrammes énergétiques, mais si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Voilà. La slide la plus importante, certainement, de ce cours, en termes de connaissances de base pour ce cours, et j'attire votre attention, soyez concentrés pendant les 2 prochaines minutes. En chimie organique, les interactions entre les molécules, on va les représenter par des flèches. C'est-à-dire qu'on va dessiner des flèches partout, tout le temps. Vous allez voir. C'est pas très compliqué, il suffit juste d'être méthodique. Ces flèches qui montrent les interactions entre 2 molécules, elles réagissent entre elles. Évidemment, si vous dessinez une flèche, vous avez le cul de la flèche où il n'y a rien et la pointe de la flèche où il y a le motif de la flèche. Pourquoi je vous dis ça ? L'orientation de cette flèche, elle se fait toujours d'une charge négative. Alors ça peut être un doublet non-liant, ça peut être une double liaison, voilà, il y aura peut-être d'autres exemples, vers la charge positive. C'est-à-dire que vous avez une lacune électronique, c'est-à-dire un manque d'électrons quelque part, un site électrophile, ça on verra ce que c'est. Ce qui est important de dire, c'est que la flèche, elle part de quelque chose qui est négatif et elle va vers quelque chose qui est positif. Vous n'aurez que ça à faire. Jamais, même en DS, si un jour vous êtes devant votre DS, que vous avez des doutes, que je vous donne par exemple le produit final et que vous dites « Ah, si je fais ça, ça peut marcher, mais c'est bizarre », à partir du moment où vous écrivez une flèche qui va d'un plus vers un moins, c'est faux. Je vous prendrai jamais en traite en chimie organique. Les flèches qu'on va dessiner, et vous verrez ça un petit peu plus tard, seront toujours orientées d'une charge négative vers une charge positive. En tout cas, d'un site chargé en électrons vers un site pauvre en électrons. Voilà. Je vous dis, cette notion est essentielle et sera illustrée tout au long des cours de chimie organique. Ça, c'est très, très, très important. Toujours, d'un site chargé en électrons vers un site pauvre en électrons. Voilà. Vous n'avez plus d'excuses, faites attention à ça, c'est le point cœur de ce cours. Jamais, vous n'écrirez d'une flèche plus vers une flèche d'un plus vers un moins. C'est tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Je termine, en tout cas pour ce PowerPoint-là. Je vais regarder combien de temps fait la vidéo, je mets un petit ajout s'il y a besoin de prolonger. Sinon, on continuera le cours la prochaine fois. Je vous laisse vérifier d'abord s'il n'y a pas un autre cours. Même chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Dans le pire des cas, on se verra en présentiel à partir de la semaine prochaine. Voilà, bon courage à vous.